to the next level? Mamba Out. Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame. On se retrouve pour une deuxième vidéo cette semaine avec le début des Jeux Olympiques. On laisse donc la NBA de côté pour regarder de plus près le basket FIBA. Mais on laisse pas pour autant tomber les joueurs qu'on regarde d'habitude. En effet, on va parler de Team USA avec sa constellation de stars NBA. Donc, les États-Unis, qui sont habitués à marcher sur la concurrence, surtout lorsque les stars arrivent pour les Jeux Olympiques, n'a pas autant rassuré qu'à l'accoutumée en perdant face au Nigeria, qui n'a pas un très gros pédigré sur la scène mondiale, puis l'Australie pendant la préparation. Donc si ces défaites, elles veulent pas forcément dire grand chose, en effet, on a déjà vu les États-Unis perdre d'autres matchs avant, c'est que la préparation, on n'a quand même pas eu forcément trop l'habitude de voir ça avec eux. Là, en comptant la fin de la Coupe du Monde, après le match contre l'Australie, sur les 5 derniers matchs, ils avaient quand même perdu 4 matchs. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avec Team USA depuis l'arrivée des joueurs NBA. Et si ces défaites, elles veulent pas forcément dire grand chose, c'est pas parce qu'ils ont perdu là qu'ils ne gagneront pas l'or, elles démontrent quand même certaines faiblesses, notamment une grosse faiblesse dans la raquette, un gros point faible, notamment au poste de pivot, voire un peu d'ailier fort. En effet, Team USA n'a plus d'ancrage intérieur et dominé au rebond par les intérieurs adverses. C'est vraiment dans ce secteur-là en fait qu'ils ont été battus sur les 2 matchs. C'est quelque chose qu'on avait vu en plus à la dernière Coupe du Monde et qui avait coûté notamment le quart face à la France, puis la victoire pour la 5e place. Donc c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques temps quand même avec Team USA, ce défaut dans la raquette, cette faiblesse sur les postes un peu 4 et surtout poste 5. Mais comment ça se fait que les Américains n'ont plus d'intérieur aussi dominant que leurs extérieurs? Parce que quand on voit Kevin Durant, quand on voit Damian Lillard, Seth Curry, tous ceux qui sont restés à la maison, on voit qu'il y a énormément de talent sur les postes extérieurs et que finalement c'est dans la raquette que l'écart entre Team USA et les autres équipes mondiales a énormément diminué. Donc, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a cette faillite intérieure maintenant avec Team USA? Tentative de réponse aujourd'hui. Déjà, le problème, c'est pas seulement avec Team USA, mais c'est beaucoup plus global quand on regarde le basket américain. En effet, quand on regarde la NBA, donc là où sont censés être tous les meilleurs joueurs au monde, ou en tout cas tous les joueurs américains, on remarque une chose, c'est que actuellement tous les meilleurs pivots, c'est plutôt des pivots internationaux. On va avoir dans le désordre Embiid, Jokic, Sabonis, Vucevic, Rudy Gobert, etc. Et même des joueurs qui ont été formés dans le système américain, qui sont très bons, qui peuvent devenir des All-Stars ou l'ont été, comme Ayton ou Karl Anthony Towns, ces 2 joueurs-là, il y en a un qui est bahaméen et l'autre qui est dominicain, donc ils sont pas non plus américains. Donc finalement, il reste plutôt quelques postes 4-5 hybrides dans les très bons joueurs qui sont américains, comme Bam Adebayo ou Anthony Davis. Mais c'est pas des pivots purs, c'est pas des intérieurs purs. Bam Adebayo est un peu petit, et Anthony Davis préfère largement jouer poste 4. Donc on voit que finalement il y en a de moins en moins, et que les tout meilleurs ne sont plus forcément américains. Et encore sur les postes 4, on n'a pas cité des joueurs comme Giannis par exemple, ou Siakam, même s'il est un peu en perte de vitesse cette saison, qui a pu être très bon. Et donc la première réponse qui expliquerait pourquoi, elle est assez simple, c'est qu'il y a plus en plus de stars internationales tout court en fait. Le sport, depuis 92, est devenu vraiment un sport mondial, et on a une mondialisation de ce sport. Or, physiologiquement, il y a très peu de grands de 2m10 dans le monde déjà de base. D'après certaines estimations, des 7-footers, donc c'est-à-dire des gens de plus de 2m13, il y en a entre 2500 et 3000 dans le monde. Pas qui font du basket, mais au total. Ce qui fait que avant, quand seuls les États-Unis jouaient au basket, on allait chercher ces grands sur le territoire américain. C'était des grands qui étaient pas forcément très talentueux, qui étaient surtout là pour leur taille et qui apprenaient un peu le basket sur le tard parce qu'ils étaient grands et non pas forcément très jeunes par passion. Et ces pivots-là, ces gens très grands, maintenant que le sport est mondialisé, maintenant que les recruteurs vont beaucoup plus à l'étranger, statistiquement, on va tout simplement aller en chercher plus à l'étranger. La part de gens de cette taille-là, américains dans le monde, elle reste assez faible finalement, donc il y en a très peu. Et tous les recruteurs, tous ceux qui veulent recruter des pépites, ils vont aller de plus en plus loin, de plus en plus à l'étranger. Donc on a une augmentation de la concurrence en fait pour les 7-footers et pour les grands américains, qui fait que finalement sur tous les pivots, ceux qui vont être recrutés, la proportion d'américains sera beaucoup plus petite. Et ça, c'est uniquement quelque chose de statistique. Statistiquement, il y a plus de gens à l'étranger qui peuvent devenir des sportifs en faisant cette taille, parce qu'il suffit pas de faire cette taille, il faut aussi être capable de se déplacer vite, etc. dans la NBA qui est beaucoup plus dure actuellement qu'elle pouvait être par le passé, beaucoup plus physique et athlétique en tout cas.
Donc juste statistiquement, c'est normal qu'il y ait moins d'Américains qui soient bons en proportion. Et ainsi, les recruteurs, avec la mondialisation, ils vont aller chercher des talents un peu partout, et c'est ce qu'on a pu voir par exemple avec des joueurs comme Embiid, qui se sont retrouvés à jouer au basket vraiment sur le tard, après avoir été recrutés comme ça, par des recruteurs, à aller aux États-Unis, à être formés, etc. Puis, en parlant de formation, on voit bien que le système américain aussi peut être vraiment mis en cause, la formation américaine peut être mise en cause. Donc il y a à plusieurs niveaux, avant l'université, dans le système AAU notamment, et à l'université. Déjà avant l'université, comme on voit, le recrutement il va devenir vraiment mondial, donc on a plus de concurrence même pour les très grands au niveau mondial, et donc il y a un écrémage, moins de très grands bons pivots américains. Puis ensuite le système AAU, qui est le système en fait au lycée, il va énormément être mis en cause pour la faiblesse en fait sur les postes de pivot. Donc là on va vraiment avoir deux cas de figure classiques en fait, qui vont être liés à la pauvreté tactique, technique qu'apporte ce système, qu'on va voir apparaître. En effet, donc c'est un système qui se concentre surtout sur les contre-attaques et sur du 1 contre 1, notamment en utilisant ses avantages physiques, sans trop de tactique, en essayant de jouer vite au maximum, très individualiste pour se faire recruter ensuite. Et donc il y a vraiment deux cas. Il y a le cas où le grand y arrive en étant moins doué. Dans ces cas-là, il touchera peu le ballon. La majorité de son travail, ça sera en salle de muscu pour mieux contrôler un corps qui est souvent plus pâteau, pas encore prêt en fait. Le joueur très grand ne maîtrise pas encore totalement son corps et apprend à jouer au basket à ce moment-là, ou le grand est déjà un joueur talentueux, développe très très vite des capacités de basket, et là on va vraiment avoir l'impression de voir un adulte au milieu d'enfants, donc il dominera très facilement sur du 1 contre 1, où on le gavera de ballons qui sont assez faciles à exploiter, donc il va vraiment développer des qualités de 1 contre 1, avec le ballon en main, pas forcément toujours très technique parce que souvent son physique suffit, même quand il a un peu un jeu technique qui développe un peu de jeu post-bas et tout ça, assez rapidement on va voir qu'il ne va pas du tout développer son jeu sans ballon, parce qu'il n'en a pas besoin, parce qu'à chaque action on va lui donner le ballon. Et finalement il a aussi très peu de challenge défensif car il ne va pas être confronté à des gens de son physique. Le problème c'est que en NBA ou en FIBA, les pivots ne jouent presque plus en 1 contre 1 au poste, c'est quelque chose qui ne marche de moins en moins, qu'on voit de moins en moins, et on va surtout les voir jouer sur des rôles, sur du jeu sans ballon, travailler leur placement, et c'est quelque chose qu'ils vont pas du tout faire dans le système AAU. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va poser problème en fait arriver à quelques échelons plus tard. Et c'est ce qu'on a vu par exemple avec Jahlil Okafor, il est arrivé totalement l'exemple typique du pivot talentueux dans ces systèmes-là, qui va pouvoir jouer du 1 contre 1 face à des enfants pendant longtemps, et une fois arrivé en NBA, ses limites de ce qu'il n'aura pas su développer s'afficheront au grand jour, et il aura la carrière qu'on lui connaît. Ensuite, le deuxième problème de cette formation, il va arriver plutôt à l'université. En effet, à l'université, avec un tout petit peu de talent, un 7-footers ou même un peu moins, qui sait jouer, qui est un peu mobile, etc., il va très vite avoir son nom assuré à la draft. Pas forcément toujours très haut à la draft, mais il est sûr d'être drafté et d'aller en NBA, généralement au premier tour, s'il est un peu athlétique. Donc tous les grands espoirs se retrouvent à généralement des one and done, c'est-à-dire qu'ils vont faire une année à l'université avant d'être draftés, de partir en NBA. Et ils le font sans être forcément prêts pour la NBA, sans être forcément NBA ready. Donc il y a très peu de travail finalement sur les fondamentaux, qu'ils soient individuels ou collectifs, sortis de l'université, contrairement aux arrières. De même, comme tous les grands physiques bons comme ça, comme on a pu le voir avec Ayton par exemple, partent très très tôt, il y a une moins grande densité et quantité de ces pivots-là en NCAA qu'avant, et on va se retrouver avec, quand vous avez ce physique-là, vous allez beaucoup plus dominer face à d'autres jeunes finalement, que si vous jouez avec des gens qui ont fait 4 ans d'université. Donc petit à petit, on a de moins en moins de pivots adultes finis comme ça, et ça va poser un gros problème sur la formation une fois qu'ils arrivent au NBA à seulement 19 ans. Or, dans tout ce que j'explique là, vous voyez bien donc que comme il arrive à maturité plus tard, qu'il rencontre des gens avec son physique plus tard, un pivot, il va avoir besoin de beaucoup plus de temps pour se développer. Le corps arrive, entre guillemets, sa forme finale beaucoup plus tard. Il se développe, il grandit, mais plus de temps à grandir, etc. Donc les fondamentaux, et en plus, à côté de ça, les fondamentaux sont beaucoup plus complexes à ce poste-là. En effet, un pivot a beaucoup moins le droit à l'erreur, que ce soit en attaque car il touche peu de ballons, et en défense car il est le dernier rideau, le rempart défensif. Donc finalement, on va avoir beaucoup de pivots qui vont arriver et qui ne vont pas du tout être prêts quand ils vont arriver en pro. Ces facteurs font que, donc, on voit que les pivots américains, ils ont beaucoup plus de concurrence dans leur propre système dès le lycée, avec un recrutement qui va être fait vraiment à l'étranger de plus en plus. Et on a aussi une formation qui finalement n'est pas aboutie et pas adaptée au moment d'arriver en NBA pour des pivots.
Et c'est là où, à l'opposé, les joueurs internationaux, ils peuvent profiter au choix de rejoindre la formation NCAA, comme l'a fait par exemple Domantas Sabonis, ou européenne, suivant leurs points forts, leur profil, ce qui leur correspond le mieux. Et l'avantage des formations européennes ou FIBA, qu'on retrouve aussi en Australie et en Amérique latine, c'est que les clubs formateurs, ils n'hésitent pas à envoyer un très grand nombre de joueurs très très tôt en fait en pro pour pouvoir jouer face à des gens avec le même gabarit. Quand vous êtes un grand dès 15, 16, 17 ans, on va rapidement vous envoyer à l'entraînement avec les adultes ou au moins avec les espoirs pour pouvoir affronter des joueurs en fait qui sont déjà aboutis physiquement pour pouvoir développer d'autres choses que juste une domination par le physique. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que du coup on va avoir vraiment une formation américaine où les grands vont continuer de dominer physiquement et être assez pauvres techniquement au niveau intelligence de jeu, quand les joueurs européens vont être obligés de s'adapter sur ces aspects-là en fait beaucoup plus tôt. Sauf que après, quand on dit ça, il faut quand même le relativiser. Il y a un paquet d'intérieurs américains qui sont des pivots bons, en tout cas plus que corrects. Je pense par exemple à Miles Turner qui est un bon pivot établi NBA. Le problème, c'est que on voit que c'est pas juste un problème en fait de talent, mais c'est aussi un problème d'adaptation au jeu FIBA. Donc, plus que l'écart de style en fait en FIBA, il y a aussi un écart de règles qui va être assez important. Et on voit bien que les Américains, en fait, tout au long de leur formation, ils jouent toujours avec des règles américaines et jamais avec les règles internationales, les règles FIBA. On a l'exemple assez parlant de Zach LaVine qui demandait à un international turc dans quel cas il faisait marcher ou non pour se préparer pour les JO, dans une vidéo qui a vraiment beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui nous paraîtrait inconcevable dans d'autres sports. Imaginez un footballeur qui demande qu'on lui explique dans quel cas il y a hors-jeu ou non à un coéquipier avant une Coupe du Monde. Et ça, pourtant, on le retrouve avec Team USA. Et en temps normal, c'est pas forcément quelque chose qui gêne trop, parce que les Américains ont un talent largement supérieur aux autres nations qui permet de compenser en fait ce fait de ne pas être suffisamment à l'aise avec les règles FIBA, en plus du style de jeu FIBA. Or, les règles pour les extérieurs, c'est assez simple, plus ou moins, de s'y adapter pour les joueurs, parce qu'on va avoir juste une ligne à 3 points plus proche, ça va plutôt être des choses sur le marché, la reprise de dribble, la portée, mais les joueurs américains arrivent à s'y adapter assez bien. On le voit avec des Carmelo Anthony, des Kevin Durant, pour qui ça a jamais été un problème. Sauf que c'est surtout en fait sur les pivots que les règles, elles vont vraiment influencer, surtout avec de grands axes ou de grandes règles majeures. Donc la première, ça va être les 3 secondes défensives, qu'il va falloir totalement désapprendre pour pouvoir apprendre à défendre en FIBA. Donc totalement désapprendre leur façon de défendre en NBA pour pouvoir défendre en FIBA, ce qui est pas forcément quelque chose qui va trop gêner les extérieurs. On l'a vu avec les États-Unis en préparation, on les a vus sortir de la raquette en défense par principe, par réflexe. Or ces petits pas en trop pour un peu s'éloigner et revenir, ça va créer des petits décalages sur les pénétrations, ça va créer de l'espace, donc des équipes en face qui vont pouvoir aller chercher plus de rebonds offensifs, plus de points à l'intérieur, etc. Et ça va faire en fait des petits facteurs qui peuvent finalement beaucoup jouer dans le cas d'un match serré. De la même façon, en attaque, c'est ceux qui vont le plus subir le fait d'avoir moins d'espace avec ces 3 secondes défensives. Par exemple, sur le roll, il y aura aucun problème à ce que 1 ou 2 adversaires restent à traîner dans la raquette, même si vous essayez de créer du spacing. Et ils vont donc tout de suite avoir un joueur sur leur dos beaucoup plus rapidement, moins de temps, moins d'espace, qui peut vraiment beaucoup les gêner et les frustrer en fait à l'intérieur. De même, l'autre gros changement, ça va être sur des notions de panier accordé, non accordé, sur les nettoyages d'anneaux qui sont interdits en NBA et autorisés en Europe, et de la même façon, les contres sur la planche, une fois que le ballon a touché la planche, qui sont autorisés en NBA et pas en Europe. Donc ces petits détails, ça va encore une fois influencer les pivots. Ils vont laisser des claquettes à leurs adversaires auxquels ils n'auraient pas osé sauter parce qu'il y a nettoyage d'arceau. Ils ne vont des fois pas nettoyer l'arceau quand ils le devraient, et donc ça va laisser certains points à des équipes qu'ils auraient pu éviter. De la même façon, on va se retrouver régulièrement, quand on a vu les dernières compétitions internationales, avec des Américains qui vont contrer des ballons sur des contres illégaux sans forcément trop comprendre pourquoi. Donc ça va rajouter des petits points à gauche à droite et de la frustration, le fait d'avoir des pivots qui vont se sentir moins à l'aise finalement. Donc à terme de talent égal entre un international qui a l'habitude de jouer ses matchs et un américain, l'américain va être beaucoup moins à l'aise et l'international va prendre le dessus beaucoup plus, même si les deux pivots sont intrinsèquement aussi bons en fait.
Et donc ces différences de règles, elles vont vraiment beaucoup impacter en fait le jeu de Team USA, notamment au rebond, comme on l'a vu, en laissant beaucoup plus de rebonds offensifs qu'il ne devrait. Donc si on résume, on va avoir moins de bons pivots très talentueux américains en NBA comparé à avant à cause d'une concurrence qui a augmenté et d'un système de formation qui est plutôt adapté aux extérieurs et pas aux intérieurs. Ceux qui jouent en NBA, les Américains qui jouent en NBA, vont avoir plus de mal que leurs adversaires sur les règles dans la raquette qui sont différentes des règles auxquelles ils sont habitués. Et en plus, chose qui est importante de souligner et qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a toujours plus de désistements des Américains en équipe nationale que les autres pays. Donc, il faut avoir un réservoir en fait plus gros aux États-Unis pour arriver à même niveau en quelque sorte. Pourtant, il y a quand même un paquet de bons pivots américains au même niveau que beaucoup de grands intérieurs qui vont jouer pendant cette compétition et qui jouent en fait en Europe, en Euroleague. Je pense par exemple à Jordan McKee qui joue au Real et qui vient de signer au Zénith. Je pense à Brandon Davis qui est ougando-américain. Il y a par exemple Mike Tobey aussi qui va jouer là avec la Slovénie et qui aurait pu jouer avec Team USA avant d'être naturalisé. Il n'a pas hésité à se naturaliser parce qu'il sait qu'en jouant en Euroleague ou en Europe, il n'avait aucune chance de jouer avec Team USA et il va pouvoir faire donc des JO avec la Slovénie, alors que finalement en fait il aurait pu apporter pas mal à Team USA quand on voit le profil des intérieurs et les résultats qu'il y a eu là. Car si c'est moins flashy que des joueurs NBA, multiple All-Star, etc., ce sont des intérieurs méga référencés qui connaissent très très bien le jeu FIBA, qui jouent dans les plus grosses écuries européennes et qui ont des rôles vraiment très importants, qui n'ont rien à envier aux meilleurs pivots de pas mal de pays qui sont qualifiés là. Et cela montre un autre défaut en fait du basket américain qui est important de souligner et qu'on peut couper en fait aussi un peu en deux parties. C'est que premièrement, si les Américains ils ont fini par accepter que les internationaux peuvent être aussi bons qu'eux, ils ont encore un peu de mal à accepter les coachs internationaux et encore plus de mal au niveau des autres ligues et au niveau des autres clubs. Il est très commun d'entendre dire aux États-Unis que l'Euroleague est plus faible que la G-League. On a pu voir Barclay qui remettait en cause le niveau de l'Euroleague parce que Doncic était MVP à 18 ans, au lieu de reconnaître le niveau de Doncic en disant qu'il était MVP de la deuxième ligue mondiale. Pour eux, l'écart il est beaucoup plus gros dans la tête de beaucoup d'Américains qu'il ne l'est réellement. Et si Pop et le staff de Team USA ne le pensent pas forcément, prendre le risque de ne pas gagner en prenant un pivot européen que les Américains qui suivent la NBA ne connaissent pas, ça pourrait faire très très mauvaise presse et vraiment scandale aux États-Unis. Et enfin, c'est vraiment une grosse différence culturelle avec nous en Europe, c'est aussi une fierté du basket tel qu'il doit être. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu, par exemple, on retrouvait avant dans le foot anglais, ce côté donc un peu point commun de quand vous inventez un sport, vous savez mieux que les autres comment il doit être joué et quel est le vrai basket, le vrai foot. Et donc cet aspect existe encore et fait en fait une belle opposition au pragmatisme en fait à l'européenne. Donc il y a des exemples tout bêtes, il y a l'exemple sur le fait que aux États-Unis pendant très longtemps il fallait absolument défendre un contre un et se faire surtout pas de zone, parce que la zone c'était un aveu de faiblesse. De même, on va pas faire une faute quand vous gagnez 3 points pour que votre adversaire ait juste de lancer franc. Il vaut mieux bien défendre parce que pareil, ce n'est pas le beau jeu tel qu'il doit être pratiqué. Et on est un peu dans cet esprit-là aussi sur le fait d'aller prendre des joueurs qui ne sont pas des stars américaines, mais d'aller prendre des joueurs de devoir en Europe, même si c'est des stars en Europe. On est encore une fois sur cette idée que ce n'est pas le basket tel qu'il doit être pratiqué par Team USA. Et le problème, encore une fois, c'est que prendre un joueur qui ne serait pas un joueur américain, si vous gagnez, ça peut faire jaser en supposant qu'il ait pris la place d'un meilleur joueur dans le regard des Américains, et si vous perdez, vous aurez totalement un coupable tout désigné, et le staff de Team USA sauterait en fait. Donc ça va vraiment être un peu un piège pour eux, et c'est vraiment dommage parce qu'en étant plus pragmatique, en allant chercher ces pivots-là, c'est vraiment des pivots qui savent jouer en FIBA et qui apporteraient une vraie plus-value, quitte à en prendre un qui serait 12e, 11e homme, que n'apporte pas en fait le fait d'aller chercher des role-players un peu loin qui vont se faire dominer parce qu'ils ne maîtrisent pas le jeu FIBA. Donc voilà, après, un peu pour conclure, pour revoir un peu tout ce qu'on a dit, le discours que j'ai fait, il peut sembler assez négatif sur le niveau des intérieurs américains, très critique, donc je le nuance quand même.
c'est vraiment à titre de comparaison avec la domination qu'ils avaient avant. Les Américains, ils ont toujours des très bons intérieurs, ils sont encore largement au-dessus en termes de talent, c'est juste que ce niveau a énormément diminué et il y a des postes où ils ne paraissent tout simplement plus au-dessus. La raquette lituanienne, même s'ils jouent pas, ou la raquette serbe, moi elle m'impressionne plus en jeu FIBA que la raquette américaine. Après, il faut encore une fois l'équilibrer en regardant les joueurs extérieurs de Team USA, et là c'est toujours aussi effrayant. Pouvoir aligner en même temps Kevin Durant, Damian Lillard, Booker, Middleton, Jason Tatum là sur ces JO, et encore Bradley Beal a dû déclarer forfait, c'est vraiment ultra effrayant, vraiment impressionnant, sachant que derrière il y a encore beaucoup d'absents, des Stephen Curry, des joueurs comme ça, donc on a vraiment une Team USA qui reste énorme en termes de talent, il reste favori quand même si l'écart semble être moins fort quand on voit cette préparation-là, quand on voit un peu ce qui a pu se passer ces derniers temps, les voir sortir un peu prématurément, ne pas gagner la médaille d'or, ce serait pas un choc si gros que ça finalement, mais il reste quand même favori, il reste plus talentueux que tous les adversaires. Donc je pense que le match de demain face à la France va être très intéressant. Je pense que quand même que la France va avoir beaucoup de mal, ça sera un exploit de les battre cette fois, c'est pas du tout le même effectif que la Coupe du Monde. Voir la France de la même façon être dominée dessous ne serait pas non plus totalement une surprise. Les Américains ont une faillite qui reste relative à l'intérieur. Mais de l'autre côté, si Gobert et Mustapha Fall arrivent à faire des matchs énormes et à dominer les intérieurs américains, ce sera pas aussi surprenant qu'on avait pu le voir par le passé, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc voilà, quels sont vos pronos un peu pour ces Jeux Olympiques qui sont plus ouverts que d'habitude? Est-ce que vous voyez les États-Unis gagner comme d'habitude ou se faire surprendre? Dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la, commentez-la, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas le cas, à me rejoindre sur Twitter ou sur Norchi de Panier Ballon sur Facebook. Je vous dis à la prochaine. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We talking about